Bienvenue sur le goûter panafricain. Aujourd'hui, c'est Moaton qui va présenter un peu cette émission. Thomas est en repos et donc on va voir si ça s'anime un petit peu. Donc c'est une première un petit peu pour moi. Donc j'espère que vous serez indulgents. Et en même temps, on va donc présenter nos invités du jour qui vont se laisser se présenter, je pense, les uns après les autres. Allons-y. Il y a Thomas sur ma droite. Alors, ouais, tu m'as dit que j'étais en repos, mais bon, je vais quand même participer un petit peu à ce goûter panafricain. Je suis quand même avec vous. Donc, merci à toi, Aton, de notre roi du soleil, toujours, de participer, de présenter aujourd'hui l'émission, histoire de changer un peu. Et je salue Hachensout et Daniel qui sont juste à côté. Merci à vous. C'est vrai qu'ils sont juste à côté. Salut tout le monde. Salut. Donc c'est vrai que c'est un petit peu un goûter panafricain pour tous nos abonnés. On va essayer de partager un peu cette actualité ensemble pour vous donner un petit peu nos points de vue à chaud. En tout cas, en tant que panafricain et être le plus, on va essayer d'y coller un petit peu. Moi, j'ai envie de vous parler un petit peu de l'affaire qui s'est lancée un petit peu en diaspora, principalement en France, avec cette affaire de cette dame. Si vous voyez ce que je veux dire, on va parler un petit peu de la dame qui s'appelle Aya Nakamura. Et cette particularité de cette dame, c'est que elle s'est fait un peu harceler de manière assez raciale et elle s'est fait un petit peu raciser parce qu'elle voulait présenter, à mon avis, les JO et principalement reprendre une chanson d'Edith Piaf pour l'ouverture des JO. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Bien sûr. Alors, moi, en tant que sportif, déjà, les Jeux Olympiques, c'est une cérémonie. Je me rappelle quand j'étais enfant, ma mère m'appelait pour regarder les JO. C'était une cérémonie vraiment qui me faisait rêver. J'ai encore les images de 96, les JO d'Atlanta avec Mohamed Ali qui portait la flamme. C'était le dernier sportif qui l'a porté. Et ça reste quand même un événement sportif à ne pas manquer. Et pour revenir au sujet, quand j'ai vu que Aya Nakamura, la chanteuse française franco-malienne à la nationalité, était choisie pour chanter pour la cérémonie d'ouverture, pour moi, j'ai vu aucun problème en fait. Pour moi, c'était totalement naturel, c'est normal, elle va chanter, bah, c'est tant mieux pour elle. C'est une belle promotion. Pour moi, il y avait aucun sujet du débat. Par contre, quand j'ai vu la suite de la phrase qui avait écrit Aya Nakamura chante pour l'ouverture de la cérémonie, mais doit interpréter une musique d'Edith Piaf, moi, tout de suite, j'ai senti une incohérence. Pourquoi ? Car déjà, ce sont deux registres qui sont totalement différents. Aya Nakamura a son style, c'est un style zouk, elle adore ce type de musique-là, elle a fait un peu un zouk à sa façon. C'est vrai. C'est un style de musique très contemporain. Et Edith Piaf, c'est beaucoup trop. Bon, oui, ça fait partie de l'histoire, le patrimoine français, mais je trouve que c'est très ancien et au niveau international, ça n'a pas une énorme portée. Alors, là, moi, j'ai trouvé aussi que ça posait problème. Je me suis posé la question, pourquoi on demande à Aya Nakamura, qui est une chanteuse internationale, qui est reconnue, par exemple, moi j'aime beaucoup faire la fête. La plus grande chanteuse. Française. Qui est exportée à l'international. Moi j'aime beaucoup faire la fête. Ça m'arrive d'être à l'étranger, en Europe ou voilà, dans des pays dans la Méditerranée. Régulièrement, j'ai entendu du Aya Nakamura. J'ai un ami à moi, il y a quelques années, il était parti à Curaçao. Donc, Curaçao, c'est une île dans les Caraïbes, là, pas très loin de l'Amérique latine. Il me disait qu'il n'y avait que des anglophones et il passait du Aya Nakamura. Donc, c'est pour vous montrer vraiment la portée qu'elle a, cette chanteuse. Et pour moi, je trouve que c'est irrespectueux de demander à cette chanteuse-là d'interpréter une chanson d'une autre. Qui plus est, qui est vraiment d'un autre temps. Et faisons la même chose, demandons maintenant, imaginons que Edith Piaf est là. Imaginez, vous demandez à Edith Piaf, eh ben, tu vas chanter pour les JO, mais tu vas chanter du Aya Nakamura. Edith Piaf, elle va dire, mais vous m'invitez, je vais chanter du Edith Piaf, mais si vous voulez du Aya Nakamura, vous demandez à Aya Nakamura de le chanter. Bah, c'est la même chose, c'est pour ça que je n'ai pas compris. Pour moi, si on invite Aya Nakamura, elle doit chanter du Aya Nakamura. C'est vrai. Mais il y a une autre polémique, hein. Regardez, c'est celle-ci, là, où celle-ci, elle est encore plus violente encore, cette polémique-là. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ah là là. Donc, on va vraiment rentrer vraiment dans le vif du sujet. Hein.
Donc voilà, c'est plus cette polémique-là que j'aurais voulu qu'on parle, quoi. C'est pourquoi les Français de souche ne se sentent pas investis par la chanteuse, comme l'a dit Thomas, d'une chanteuse internationale qui est Aya Nakamura. Je sais pas si Daniel avait une opinion là-dessus. Je vais relier ça un peu avec il y a eu la Coupe du Monde récemment de rugby. Et lors de la cérémonie d'ouverture, il y a eu un spectacle. Et un spectacle assez, on va dire, passéiste, dans le sens où on te montre le français avec béret, la baguette, une France un peu passéiste. Je pense que il y a une frange de la population qui pense que l'identité française, c'est le passé. C'est-à-dire c'est Edith Piaf, 1900, dans les années 50-60. Et donc, il faut aussi mettre à son profit le fait que elle n'a pas demandé à chanter, elle n'a pas exigé. C'est-à-dire qu'on a évoqué son nom, on a évoqué lors d'une rencontre. Elle a rencontré apparemment le président. Et celui-ci, lui a peut-être fait la promesse de la faire en sorte qu'elle puisse chanter, mais du Edith Piaf. Mais le problème, c'est que ce n'est pas son style. C'est pas le style de musique. Mais peut-être que, comme c'est une chanteuse, parce que apparemment aussi, elle chante du Oumou Sangaré. Donc, Oumou Sangaré, c'est du chant. Ce n'est pas que du zouk, du trap ou les musiques urbaines, modernes. Donc, peut-être que en la laissant faire, elle aurait trouvé peut-être une façon d'exprimer ça à sa façon. Et donc, tout de suite, on a l'extrême droite, les rageux, les racistes qui sont montés au créneau. Ça fait peur un peu. Non, c'est pas que ça fasse peur, c'est que les gens ne comprennent pas que le monde a changé. C'est-à-dire, on est toujours Aya Nakamura représente en fait la petite de banlieue issue de parents immigrés, toujours cette image un peu misérabiliste du noir, quoi, mais en même temps on pourrait leur dire mais après la cérémonie, après il y a les épreuves. Quand ils vont gagner les épreuves, pourquoi vous n'allez pas faire la gueule parce que ils ont gagné les médailles? Donc pourquoi justement mettre en évidence le fait qu'elle soit noire et quand justement ses compatriotes ou autres issus de l'immigration vont gagner des médailles, là vous n'allez pas faire la fine bouche. Donc c'est de la contradiction qu'il y a dans ce pays, de toujours vouloir envoyer les Noirs devant pour gagner les médailles et puis se glorifier de la gloire qu'ils vont ramener au pays, quoi. C'est ça. On a la même chose dans le foot. Hein. Et je voudrais bien vous entendre Hatshepsut sur cette phrase magique. Hein, je la remonte encore pour notre public. Oui, alors c'est effectivement une banderole qui vaut pour les auteurs actuellement. Une décision de justice est attendue, hein, puisqu'il y a une plainte pour harcèlement et propos racistes et diffamatoires. Il y a une chose qui est assez intéressante donc dans ce dossier-là. Il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que c'est une artiste et que c'est une artiste mondialement reconnue. C'est une artiste qui, on va presque dire, elle supplante Johnny Hallyday quelque part. Ouais, c'est vrai. Donc elle est le nouvel emblème d'une certaine génération qui n'ont pas connu les années 50, l'après-guerre, etc. Donc, elle apporte de la joie, elle apporte quelque chose que les artistes ont comme volonté, c'est de donner un certain bonheur en les écoutant. Hein, la musique, hein, on a eu dernièrement un auteur qui nous a bien expliqué l'importance de la musique sur les cellules. Donc,
il y a donc, au-delà du fait d'être une artiste, il y a quelque chose qui se cache derrière. Il faut pas oublier que c'est le président donc de la France, en l'occurrence Macron, qui a demandé à cet artiste de représenter la France et de chanter en l'occurrence un hymne qui permettrait effectivement d'ouvrir de manière internationale les Jeux Olympiques, donc mi-juillet. Oui, voilà, prochainement là d'ailleurs. Très prochainement. Alors, elle a été quelque part sollicitée, on va dire. Et donc, elle doit répondre d'une demande qui n'est pas la sienne. C'est-à-dire qu'elle doit porter une défense par rapport à des accusations de non-représentativité qui a été demandée par la plus haute autorité de ce pays. C'est donc en l'occurrence le président de la République qui a estimé avec tout son staff qu'elle représentait, qu'elle était digne de représenter la France. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème sur ce territoire français. C'est-à-dire que lorsque, comme vient de dire Daniel, lorsque ça les arrange, il y a une époque on disait ils sont français, lorsqu'ils ne marquent pas des buts, ils sont soit sénégalais, soit renvoyés à leurs origines. Ça me rappelle Yannick Morassi. Voilà, on aura l'occasion d'en parler avec Kémy Séba tout à l'heure. Je voudrais juste rappeler que c'est une artiste qui est franco-malienne, c'est-à-dire qu'elle a acquis la nationalité. Elle aurait pu l'avoir très certainement depuis qu'elle est installée en France, puisque ses parents sont installés en France, elle aurait pu acquérir la nationalité. On acquiert la nationalité à partir de la majorité désormais. Et il faut que la personne prononce son désir d'être français. Elle a demandé la nationalité française. Donc ça veut dire qu'elle souscrit totalement aux valeurs républicaines. Alors, il faut savoir que elle n'est pas non plus à l'origine du choix artistique qui est de vouloir mettre en avant Édith Piaf. Édith Piaf, il faut savoir que c'est aussi une artiste emblématique quelque part de l'après-guerre qui symbolise la souffrance, la réussite et sortir de la misère, qui permettait effectivement d'être connue mondialement et qui représente le peuple, la populace entre guillemets. Donc, alors, ce n'est pas anodin qu'on ait choisi, comme vient de le dire Daniel, quelqu'un entre guillemets est issu de l'immigration et issu de la banlieue. Et c'est fou que tu dises ça. Moi, je voudrais remarquer juste une chose, c'est ça, quoi. Regardez, vous vous souvenez pas, il y a quelques mois, il y avait une loi immigration qui était passée? Oui. Est-ce qu'on s'en souvient encore ou c'est du passé? Et cette loi immigration, elle est encore là. Donc, et aujourd'hui, on veut que le président français, qui veut mettre je dis bien une femme noire en tête pour être représentative de ces JO, quoi. Donc, c'est ambivalent, quoi, quand même, comme message. Alors, oui, tu voudrais. Ouais, oui, juste rajouter. C'est-à-dire que on va dire que l'identité française du point de vue des Français, est marquée par le sceau de la colonisation. C'est-à-dire que le sceau de la colonialité, c'est-à-dire que quand tu discutes avec des amis ou des gens rencontrés ça et là, quand tu leur dis que tu viens de tel ou tel endroit, ils te voient comme quelqu'un qui vient de leur possession. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est comme si on t'a accordé la nationalité, d'accord? Mais là d'où tu viens, ça leur appartient. Et c'est-à-dire ils ont toujours cette tendance à penser. Et c'est transgénérationnel. C'est-à-dire tu prends quelqu'un qui a peut-être 50, 60, 70 ans, comme quelqu'un qui a peut-être 30 ans, ils ont la même façon. C'est-à-dire que c'est leur façon de voir les autres de même nationalité qu'eux, mais différents du point de vue géographique. C'est vu toujours de cette façon-là. Donc,
pour eux, ils réagissent dans le sens où Edith Piaf est, par essence même, représente l'identité française, la plus pure. Donc, on est encore dans la question de pureté et voilà. Alors, moi, je voudrais juste rajouter que les actualités, il y a une sorte de télescopage. C'est-à-dire qu'elle est malienne, elle était mariée donc avec un Russe, et elle doit représenter au plus haut niveau la France, qui est actuellement en opposition avec ces deux pays-là, et qu'elle doit faire consensus, et que malheureusement, elle ne fait pas consensus. C'est-à-dire que, comme vient de le dire Daniel, il y a quelque chose, et on se questionne là-dessus sur notre plateforme Goûter Panafricain, il y a toujours des sous-entendus. Le sous-entendu des origines, les sous-entendus effectivement qui se croisent, c'est-à-dire que les possessions, les ex-colonies continuent à produire leurs effets justement parce qu'ils sont indépendants, au travers de descendants, au travers des enfants, des combattants qui ont été combattre pour les Français lors de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale aussi, et qui aujourd'hui se retrouvent pris à partie par des gens extrémistes qui veulent retourner sur ce type de passé. Ils s'appellent les patriotes. Hein. Ils se nomment les patriotes. Donc, qui n'est pas patriote de son pays? Exactement. Alors, il y a toujours pour les personnes qui arrivent à un très haut niveau à se questionner. Alors, c'est ça qui est un petit peu dommage. C'est-à-dire qu'on leur demande toujours de rendre des comptes, d'être plus français que français. D'accord? De montrer leur affiliation, de montrer leur pédigré et quoi encore? Et qu'est-ce qu'ils doivent montrer de plus? C'est-à-dire que les Français, lorsqu'ils partent aux États-Unis, ils aiment montrer qu'ils sont français par le camembert, etc. Hein, d'accord? Mais ils ne vont pas en faire trop. Ils font juste ce qui est nécessaire au niveau culturel. On va dire qu'on va l'appeler l'exception française. Par contre, les personnes qui arrivent à un très haut niveau, qui ont défoncé le plafond de verre, faut toujours, comme même les Américains le disaient, il faut toujours en faire plus. Mais pourquoi faire en plus? On a une durée de vie, on est sur une planète, on est venu par la vie, on est dans un espace-temps. Pourquoi voulez-vous qu'on fasse plus? On doit donner plus. Je vous rappelle que cette artiste, elle rapporte au niveau du PIB extrêmement d'argent. Ouais, alors, au niveau de ses impôts, elle n'est pas partie aux États-Unis. Elle reste sur le territoire français. Donc, elle rapporte énormément d'argent dans les caisses de l'État. Donc, toutes les polémiques autour de sa personne, à un moment donné, il faut se la fermer. D'accord? On va changer un peu de sujet. C'est vrai excuse-moi, avant que tu changes de sujet, juste pour conclure, parce qu'il y en a beaucoup qui disaient que Ayana Kamora, elle ne doit pas chanter parce qu'elle ne chante pas français. Effectivement. Ah oui, j'aurais bien voulu avoir ton avis là-dessus, Thomas, si tu peux me le dire. Ouais, c'est juste pour conclure. Effectivement, sur ces chansons, des fois, même elle le dit, il y a des paroles qui sont de l'argot, peut-être des paroles de sa langue du Mali, peut-être. Voilà, elle a sa façon, elle, de chanter. Certes, des fois, c'est pas forcément compréhensible. Bah, ça reste que de la musique populaire, j'ai envie de dire, mais Edith Piaf aussi, à son époque, je pense aussi, c'était l'argot aussi de l'époque aussi, elle avait aussi sa façon de parler. Ouais, mais moi, j'ai envie de rebondir sur une chose, c'est qu'il y a eu un autre sondage qui a été fait auprès des Français qui demandait, à ce moment-là, si vous ne voulez pas Ayana Kamora, quel artiste voulez-vous voir en ouverture de la cérémonie? Et en numéro 1, ils ont mis David Guetta. David Guetta, c'est un DJ où tous ces tubes ne sont pas en français, tous ces tubes sont en anglais. Bravo! Donc au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence, c'est que Ayana Kamora, si elle n'est pas appréciée, c'est juste par sa couleur de peau, en fait. Ouais. Et c'est triste comme situation, et c'est un peu honteux, j'ai envie de dire. Mais il ne faut pas non plus pleurnicher, hein. C'est comme ça. Oui, c'est une chose qu'on voudrait voir effacée de notre vivant. Ces choses-là, en tout cas dans le pays, la France,
J'espère que ça sera effacé, parce qu'aux États-Unis, on voit des artistes monter. Hein, c'est fou. On a eu des Michael Jackson, des gens comme ça qui ont monté. Michael Jackson, c'est pas forcément, excuse-moi, attends, l'exemple. C'est toujours dans la musique. Au niveau musical, mais au niveau de la, voilà, de ces parties oui, c'était. Après, ce qui est pas mal avec les États-Unis, c'est qu'ils sont beaucoup plus ouverts. Par exemple, je regarde beaucoup la cérémonie des Super Bowl. C'est la compétition de football américain et toujours à la finale, il y a un gros show qui se passe. Ouais. Et généralement, c'est là qu'il y a des artistes internationaux. C'est vraiment une cérémonie à ne pas rater. Et par exemple, il y a eu Jennifer Lopez, il y a eu Shakira qui est colombienne, qui a fait de la musique. Ils chantent en espagnol, ils chantent en anglais. Et ça leur pose pas de problème. Eux, ce qu'ils veulent se voir, c'est du show, en fait. Il y a Rihanna qui vient de la Barbade, qui a fait aussi le show. Donc, évidemment, ils sont déjà beaucoup plus loin, en fait. Et nous, on s'arrête encore à ces petits détails-là qui prouvent que j'ai envie de dire, c'est encore à des années-lumière par rapport au nouveau monde, par rapport, comme on dit, nouveau monde, entre guillemets, c'est comme ça qu'on appelle l'Amérique. Mais ils sont beaucoup plus en avant, en fait. Il faut passer ça, en fait. Faut passer je pense qu'il y a une crispation qui est due au fait que, économiquement, et on va dire, du point de vue géostratégique, avec les histoires de la guerre en Ukraine, vers cette guerre qu'on veut nous pousser. Donc il y a du point de vue de l'opinion, il y a comme un raidissement, et donc et à chaque fois dans ce genre de situation, il y a toujours une forme de retour vers on va dire identitaire, qui fait que après on cherche qui est plus français qui va donner le plus de gages par rapport pour affronter peut-être l'adversité à venir, quoi. C'est ça. Ouais, sachant qu'ils sont tous français en plus. C'est particulier. On va sur un sujet un peu plus polémique. Celui-ci, j'ai voulu l'aborder tout à l'heure, juste parce que il y a un Français qui a décidé de brûler ses papiers, en tout cas son passeport. Et c'est assez particulier. On est toujours sur Goûter panafricain, donc suivez-nous un petit peu dans notre raisonnement. Et ce Français, c'est ce monsieur. Il s'appelle Kémy Séba. Et lui, autant Aya Nakamura veut chanter, lui, il décide de brûler son passeport français. J'aurais bien voulu avoir vos impressions sur ces réactions qu'a fait Kémy Séba. Je pense qu'il y a un raisonnement derrière et une réflexion plutôt à avoir. Et j'aurais bien voulu avoir la vôtre, si quelqu'un veut prendre la parole. Je pense que Kémy Séba, il est assez droit dans ses bottes. Ça fait plusieurs années qu'il tient un discours panafricaniste et très afrocentré. Et je me souviens d'une interview de Kémy Séba où il parlait de son père qui était dans le corps médical. Je pense qu'il était médecin. Et sauf qu'il vivait dans une province en France. Ouais. Et son père subissait des insultes racistes tellement dures qu'il en avait limite perdu la tête. Et à chaque fois, on lui disait, mais rentre dans ton pays, qu'est-ce que tu fais là? Voilà, des insultes assez basses. Et Kémy Séba, il avait répondu, mais en fait, mon père, l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il aurait dû écouter ces insultes et rentrer chez lui, en fait. Et il aurait eu beaucoup plus de succès dans sa carrière. Parce qu'à cause de ces insultes-là, il n'a pas pu développer son business et il a eu... voilà, ça a causé des problèmes par la suite. Et je pense que Kémy Séba, ça a dû le marquer dans sa chair. Et donc, il n'a pas réellement d'attache, je pense, avec la France, vu tout ce qu'il a dit dans son discours. Il est assez droit dans ses bottes depuis le début. Il critique ce pays, il n'aime pas cette histoire. On sent qu'il a un vrai ressentiment à l'égard de ce pays. Il vit maintenant... Parce qu'il a subi aussi pas mal de choses aussi, il n'en parle pas, mais je crois qu'il a été en prison, il a eu pas mal de choses quand même dans ses débuts. Ouais. Jusqu'à au bout d'un moment, il est reparti en Afrique. Donc, je pense que c'est la suite logique. Au bout d'un moment, il ne faut pas être schizophrène. Hein. Si tu aimes plus ce pays, il faut partir. C'était Eguchi Béanzin qui disait ça aussi. Au bout d'un moment, arrêtez d'être schizophrène. Si vous voulez vraiment si vous sentez que la France, ça ne vous convient plus, prenez votre billet d'avion et vous en allez tout simplement et vous allez voir si l'herbe est mieux ailleurs. Et je pense que c'est ce qu'a fait Kémy Séba, c'est ce qu'avait fait aussi Kalala Omotunde.
Ouais. Et on voit qu'ils se sont épanouis aussi par la suite. Donc, moi, je pense que c'est la suite logique qu'il soit démis de son identité française. Bon, c'est un peu... Il a brûlé tout simplement son passeport. Il a d'autres passeports qui lui permettent de voyager, hein, bien sûr. C'est le passeport français qu'il a brûlé, sachant que le passeport français, voilà. Donc, mais après, il a sa carte d'identité, il a tous ses autres papiers. Hein. Ouais. Bon, je pense que c'est surtout pour l'image, pour le symbole, parce que c'est rare qu'on ait... Je pense que c'est la première personne que je vois qui brûle un passeport. Autant le billet, ça, j'ai déjà vu. Le drapeau aussi, des gens qui brûlent des drapeaux, j'ai déjà vu. Mais là, vraiment, brûler le passeport, c'est insolite. Mais à qui il envoie ce message-là? J'aurais bien voulu savoir si Hatshepsut était là. À qui ce message est envoyé que Kémy Séba brûle ce passeport? Il l'envoie à qui, ce message-là? Et quelle est l'opinion? À qui il veut toucher, en fin de compte? Et pourquoi il fait cet acte? Alors, il y a une chose alors, il faut pas oublier de dire que Kémy Séba est quand même un activiste politique connu hein, au niveau planétaire. Il est notamment connu donc pour tous par les personnes des BRICS, hein, puisqu'il côtoie donc les plus hautes sommités donc gouvernementales, donc aussi bien russes, iraniens, etc. Donc c'est pas n'importe qui, c'est pas un citoyen lambda d'un pays qui viendrait pour brûler un passeport. Il a donc pu donner une conférence samedi dernier, justement parce que le ministre de l'Intérieur voulait interdire au motif qu'il y avait risque de trouble à l'ordre public, donc son entrée donc sur le territoire français. Le tribunal, par référé tribunal administratif, a annulé cette décision in extremis. Il a pu donc donner sa conférence, et au cours de cette conférence, il a dit un certain nombre de choses, et c'est là qu'il a eu ce geste spectaculaire donc de brûler son passeport en disant, et de manière très symbolique, hein, ce n'est pas brûler son passeport en disant j'ai d'autres taratata, j'ai d'autres papiers pour pouvoir voyager, c'est de dire je suis un homme libre, je suis un noir libre, je suis un Africain libre, je suis un Béninois libre. Parce que un passeport, c'est quoi? C'est un passeport, c'est un document qui permet aux personnes d'avoir une liberté de circulation. Il peut être restreint. Il y a donc des restrictions qui sont posées à certains ressortissants de pays hein, pour obtenir leur visa. Et ce passeport, en général, il représente l'appartenance à un État, c'est-à-dire il est citoyen d'un État. Et dans le cas donc de Kémy Séba, comme tout à l'heure Thomas l'a rappelé, son père, il est né en France, donc de facto il avait la nationalité française. Et Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur, hein, Gérard Darmanin, a décidé avec toute son équipe de le déchoir de sa nationalité. Non pas parce qu'il a commis un délit, parce que maintenant c'est possible, hein, de retirer la nationalité, mais de le déchoir, au motif qu'il y a des propos qu'il aurait tenus qui allaient à l'encontre des intérêts français. Et il y a une autre activiste, Nathalie Yamb, qui pose la question, mais quels sont les intérêts, donc, justement, de la France? Quels sont les intérêts que protège la France? Et Kémy Séba ajoute qu'il n'est pas contre le peuple français, mais qu'il est contre la France-Afrique. Parce que la France-Afrique a comme particularité de rappeler que, justement, ils sont partout sur le territoire africain. Parce que il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est qu'il existe un passeport spécifique et une immunité spécifique pour les diplomates, pour les chefs d'État, pour les ministres, pour les personnels consulaires en quelque sorte. Donc ça veut dire qu'une ambassade, un consulat, etc., on ne peut pas atteindre comme ça un territoire. Voilà. Et je voudrais donc faire référence à la France-Afrique. C'est que la France-Afrique a des pratiques qui va scier, qui va détruire des traités, qui va détruire des textes, des droits de ces pays donc africains par ce qu'on appelle des meurtres politiques.
notamment au Cameroun, en Côte d'Ivoire, etc., etc. On se rappelle la destitution donc du couple Gbagbo. Ça veut dire qu'à un moment donné, les papiers ne protègent plus dans le pays même les ressortissants de ces pays-là d'une attaque de ceux qui vont perpétrer des actes politiques dans leur intérêt. Moi, j'ai envie de dire gros bravo pour ça. Ça relance vraiment ce qu'on est en train de se dire. C'est vraiment ça brouille un peu au niveau de ton micro. Ouais. Là, c'est mieux. Ouais. Oui, je disais juste aussi, pour terminer, après je laisserai la parole, c'est vrai que je parle beaucoup, c'est-à-dire que lorsque Kémy Séba dit « je ne suis pas contre les peuples, mais contre la France-Afrique » et qu'il brûle son passeport, il dit « vous avez perpétré à l'égard des personnalités qui avaient des titres qui les protégeaient, notamment Onyobé qui est mort donc en Suisse, c'est ça? Ruben Onyobé, oui. Ruben Onyobé qui est mort au Cameroun. Au Cameroun, mais celui qui est mort en Suisse, j'ai un petit trou de mémoire. C'est Moumié qui est mort en Suisse. Il avait des passeports en règle, il était sur un territoire et ça n'a pas empêché la France-Afrique de ne pas reconnaître et de casser tout ce qui le protégeait et de lui enlever la vie. Pour Nathalie Yamb, c'est la même chose. On lui interdit effectivement une certaine liberté de circulation, à quel motif? Toujours celle de la protection des intérêts impérieux donc de la France-Afrique. Et de ce fait, Kémy Séba fait partie de ces gens-là qui justement on veut l'empêcher d'avoir une certaine circulation libre pour pouvoir mieux l'assigner et le surveiller. C'est-à-dire que la liberté de mouvement par le fait de détenir un certain titre, elle n'est plus reconnue à certaines personnalités. Ouais, on a l'impression que vraiment, qu'à part ce titre-là, on tient les gens et c'est fou parce que c'est le papier français qui fait qu'on est français. Et c'est vrai que Kémy Séba essaye de s'en détacher. Bah, merci pour vos commentaires en tout cas sur ce sujet. J'avais un dernier sujet où on voulait reparler, que je voulais regarder avec vous, c'était celui du Niger, mais très très rapide, si on peut encore en parler. C'est vrai que ce qui se passe là-bas au Niger, c'est un peu le coup de pied dans le derrière par rapport aux États-Unis. On leur demande de partir et j'aurais bien voulu avoir votre raisonnement là-dessus, si vous en avez une pensée de ce qui se passe au Niger. Thomas, si je puis me permettre. Je vais plus laisser les panélistes, les autres répondre sur ce sujet-là. Okay. Bah, Daniel, alors. Oui, donc concernant le Niger, c'est-à-dire qu'il faut expliquer que la réaction des autorités actuelles du Niger, on appelle putschistes ou pas, voilà, elle est dictée par le fait que les Américains se sont invités chez eux, et en leur imposant, lors des discussions qu'ils auraient eues avec eux, l'ordre du jour, en fait. Donc, ils ont été reçus par le Premier ministre, mais le président Tiani n'a pas assisté à cette réunion-là. Et donc, c'est-à-dire, c'est à la suite de leur attitude et à la suite de cette réunion-là que il y a eu un communiqué qui a été produit et dans lequel on leur annonçait que bon, au vu de la rencontre, que finalement les choses n'allaient pas aller dans le sens qu'ils veulent par rapport forcément aux pratiques anciennes de forcer la main et de s'imposer comme auparavant, et que le pays, le Niger, allait mettre fin à la coopération militaire, pas diplomatique, mais militaire avec
avec les États-Unis. Donc, faut rappeler qu'ils ont une base assez importante au Niger. Donc, qui s'est installé à la suite, bon, on va dire entre guillemets d'accord avec l'ancienne présidence. Et bien entendu, on se doute bien que bon, les personnalités de l'époque, je pense Bazoum ou autres, je sais pas si ça date d'avant, bien sûr, bon, ils ont fait profil bas parce que c'est des Américains, voilà. Donc c'est surtout dû à ça, c'est-à-dire que ils n'ont pas du tout aimé la façon dont les choses se sont passées. Et exactement aussi de la même façon avec le gouvernement français actuel. Et donc, on peut dire que ce sont les anciennes pratiques qui sont sanctionnées, les anciennes pratiques, on va dire, diplomatiques et ces anciennes façons de faire qui sont sanctionnées au travers de ce communiqué. Voilà. Ouais, Chepsou, tu as un dernier message là-dessus? En tout cas, sur cet événement qui, pour nous semble un peu rocambolasse, mais logique un petit peu. On regarde bien, c'est logique qu'ils ne sont pas chez eux, ils s'en aillent. Oui, alors, bon, alors c'est un peu comme les passeports, quoi. Hein. On est citoyen de quelque part, donc les Nigériens et le gouvernement provisoire donc est du droit dans ses bottes. Il défend effectivement les intérêts du pays, il défend ils ont les possibilités militaires, donc effectivement, de répondre donc actuellement aux attaques terroristes. Alors, quelle est la raison pour laquelle effectivement une base militaire américaine ou française s'installe donc dans un pays à la suite donc d'accords de coopération militaire et que ces mêmes accords de coopération militaire sont dénoncés par un nouveau gouvernement. En quoi? Alors, je sais pas où se situe, donc c'est peut-être à Agadez, mais bon, peu importe. La question, c'est que le Niger possède dans son sous-sol énormément de gaz naturel, énormément, donc c'est un endroit stratégique au niveau donc du Sahel. Hein. La question donc qui a été posée suite au renvoi de la base militaire française, de la présence militaire américaine, puisqu'il y a eu des pourparlers justement avec la représentante Afrique américaine, avec les militaires au pouvoir il y a quelques mois. Normalement, on aurait pensé que ça a été quelque chose qui apaiserait plus ou moins la situation et que l'Amérique était plus ou moins en odeur de sainteté auprès donc des autorités. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Parce que toute présence militaire sur un territoire sans que effectivement le gouvernement en place reconnaisse sa légitimité, c'est un groupe d'occupation, comme au Japon. Le Japon a perdu la guerre, les États-Unis de facto ont imposé les bases militaires sur son territoire, comme par exemple lorsqu'il existait le mur de Berlin, il y avait des bases militaires en Allemagne, etc., etc. Donc, en française notamment. Je pense vraiment que les États-Unis vont partir, puisque Washington attend des explications après la fin brutale de la coopération, quoi, avec le Niger. Enfin, oui, mais de toute façon, le Niger, elle est quand même, elle est souveraine, elle a le droit et rien ne l'empêche de dénoncer les accords pris par un autre gouvernement. Est-ce que vous pensez que le Niger peut installer une base militaire à Washington? Je pense que non. À Paris? Non, mais attendez, ça suffit, quoi. Et pourtant, il y a des dollars là-bas. Bon, il y a des grandes entreprises du CAC 40. Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent s'installer là? Ils veulent défendre les intérêts de ceux qui ont des concessions. C'est ça qui est le problème. Enfin, je pense que il y a aussi pour les Américains le fait que la présence russe demeure pour eux. Exact. L'accroissement de la présence russe demeure pour eux un danger, dans le sens où la base d'Agadez, c'est une base où je crois il y a
où on lance des drones. Donc, pour eux, c'est stratégique. C'est assez stratégique. Et donc, ils voient de mauvais œil que qu'on puisse les chasser et qu'on puisse mettre à la place les Russes. Et donc, à partir de là, si les Russes s'installent dans l'AES, les États de l'Afrique du Sahel, pour eux, ils ont peur justement de la contagion. C'est-à-dire que les pays alentours pourraient vouloir aussi bénéficier de la protection Russes de façon au niveau de la coopération militaire, économique et autres. Donc c'est ça. Je pense que ça peut-être pas économiquement, mais je veux dire militairement pour les Américains, mais économiquement que ce soit pour l'Europe et pour la France en particulier. Alors, moi, je voudrais juste... C'est le pays le plus pauvre du monde, hein. D'accord? Le Niger, c'est capitale Niamey. Le président Mohamed Bazoum, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde. On est d'accord. Sous Bazoum, oui, parce que Bazoum n'y est plus, là. Oui, Bazoum n'y est plus, mais en tout cas, c'est Tiani. Mais voilà, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Et c'est fou qu'il y ait encore ces bases militaires implantées là-bas. Mais bon, c'est juste ma Alors, je voudrais juste préciser, si tu me laisses le temps, 2 petites minutes. Tu viens de le dire, hein, c'est vrai qu'il y a un indice donc de pauvreté hein, où on mesure effectivement comment est-ce qu'un pays fait face donc aux besoins les plus élémentaires de sa population. Et on s'aperçoit que depuis les indépendances, depuis près de 70 ans, l'Afrique et un certain nombre de pays d'Afrique est totalement sous, on va dire, constellé hein, d'intérêts qui sont pas les siens. Hein. Il y a donc des bases qui sont pas forcément militaires, qui sont implantées sur leur territoire. Et tout à l'heure, donc, Daniel a précisé la question de la peur. Les Américains auraient peur donc de la prééminence donc des Russes, des instructeurs russes, des conseils, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, les Russes jouent différemment, ont une manière différente d'approcher effectivement la pauvreté au Niger. Nous allons voir effectivement peut-être que la collaboration donc avec les États du Sahel va nous en dire quelque chose. De cette peur. Bon, on verra. Ça, c'est toujours un épisode on attend patiemment, mais je pense que l'économie, c'est de la patience. On peut pas tout avoir tout d'un coup. L'AES, en tout cas, se développe progressivement. On en est content sur Goûter panafricain, sachez-le. On soutient vraiment vivement l'AES et franchement toute autonomie des pays africains. Ça, c'était notre part de générosité qu'on désirait leur envoyer, en tout cas toute cette énergie positive. Ce sera intéressant de voir comment les Américains vont réagir. Est-ce qu'ils vont faire comme la France? Est-ce qu'ils vont se plier au diktat ou par des moyens, on va dire, un peu détournés? Est-ce qu'ils vont pas essayer de renverser le gouvernement? Est-ce que ils vont pas créer parce que eux ils créent toujours des casus belli pour pouvoir donner une raison d'attaquer. On verra bien. Alors, soyons tous forts. En tout cas, voilà, c'était un petit peu notre actualité du moment sur Goûter panafricain. On en est à 44 minutes 43. J'espère qu'on a fait le tour un petit peu du panel. Si quelqu'un avait un mot de conclusion à donner, je sais pas, sur le panel, lâchez-vous, j'ai envie de dire. Donnez à nos téléspectateurs l'envie de se connecter. Et si vous avez une actualité particulière, essayez de nous la faire part. Je sais pas, je vais commencer par Thomas. Bah, très simple, pensez à vous abonner, pensez à liker le podcast et pensez à commenter, c'est très important pour nous. On regarde attentivement tous vos commentaires et on a envie que la chaîne elle progresse. Donc voilà, et pensez à vous abonner, à liker et à commenter et ça sera parfait pour nous en tout cas. Et je voulais prendre un petit mot de la fin pour Daniel. Pour revenir à Kémy, je dirais que bon, c'est de bonne guerre hein, que les Français lui. Qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? À part, bon, bien sûr, auparavant, il l'aurait éliminé, bien sûr, mais
Ça, c'est une façon de l'éloigner, on va dire, du terrain francophone, que ce soit aux Antilles ou ici à Paris, pour qu'il ne puisse pas délivrer son message révolutionnaire, entre guillemets. Donc, c'est tout à fait normal. Pour moi, ça me choque pas. Lui-même, bon, il le sait, il le savait, je pense. Mais il faudrait voir aussi si du côté du Bénin, comment ça va se passer aussi pour lui. Parce que s'il n'a pas le moyen de voyager avec un passeport français, du côté béninois, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Alors, Ouais, moi, je sais pas. Et Chepsout? oui, alors, moi, il n'y a pas d'inquiétude. Je voudrais juste qu'on fasse une émission, mais ça, on va le faire et je le promets donc à nos auditeurs, sur la rareté. La rareté qui est une notion économique essentielle pour l'Europe et qui, justement, si sur le continent africain, il y a autant de pays qui détiennent dans leur sous-sol des produits, même pour aujourd'hui, les métaux rares, hein, qui sont au niveau stratégique extrêmement convoités. Si la rareté est une notion économique centrale pour les économistes européens, il faut réinventer une économie sur l'abondance parce que l'Afrique détient l'abondance dans ses sous-sols. Donc, il faut repenser l'économie. C'est vrai. Bah, écoutez, merci beaucoup pour nous avoir écoutés sur Goûter Panafricain. J'espère, comme l'a dit Thomas, abonnez-vous, ça nous fera plaisir. Et puis encore une fois, j'espère qu'on vous a encore émerveillé par ces actualités. Merci beaucoup à toi d'avoir présenté. Merci beaucoup à toi. Merci Thomas, merci à toi. Merci Daniel. Salut. Allez. À plus tout le monde.